Nombre de votants composant le Congrès, 54 membres. Ont obtenu Madame Manoa Halalo 6 voix, Monsieur Brial 19 voix et Monsieur Wamitan 29 voix. C'est donc fait. C'est donc fait. Oui, mais le problème, c'est que je suis doyen. Ça veut dire Il n'y a eu aucune surprise. Voilà. Applaudissements. Il s'auto-déclare en tant que doyen. Applaudissements de l'ensemble, hein, à noter, Louis-José, de l'ensemble des élus et puis du public de cette élection-là. C'est une tradition républicaine. Voilà. Merci. Bon, comme il est de coutume... il devrait prononcer son discours. Je vais faire un discours pour vous remercier tous, hein, et puis pour donner quelques orientations que je vais tenter de défendre, faire partager à l'ensemble des élus donc, au cours de ce mandat 2020-2021. Merci à Mme Manoa Halalo et M. Brial. Je vous salue ici. Donc, mesdames et messieurs, mes chers collègues, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des élus qui m'accordent à nouveau leur confiance en me portant à la présidence du Congrès pour cette mandature 2020-2021. Merci à vous tous. Merci plus spécialement à Monsieur le Premier vice-président, Monsieur Crenier, à Madame la présidente de la commission permanente, Madame Caroline Majoreau-Régnier, et à vous tous, membres du bureau, à vous tous les chefs de groupe, l'administration, pour votre implication dans le travail parlementaire au cours de ce mandat. Et je remercie, messieurs, à vous tous, en vos titres, fonctions et compétences, qui nous ont accompagnés au cours de ce mandat 2019-2020. Comme je l'avais rappelé l'année dernière, c'est une majorité océanienne qui donc me porte encore à la tête de la première institution de ce pays. Ce geste fort traduit notre volonté commune d'être à la hauteur des enjeux de notre pays, mais également des enjeux de notre région, de la Mélanésie et du Pacifique, en lien avec l'Europe. Cela nous engage d'affirmer encore mieux notre volonté de travailler ensemble pour cette vision océanienne commune, qui est de mettre en place un projet d'avenir pour la construction d'une société qui nous ressemble, une société fondée sur nos valeurs, des valeurs de partage, de tolérance, de bienveillance pour son prochain, d'humilité, de respect, une société dans laquelle nos gens seront émancipés et affranchis des liens dominateurs d'un passé révolu. Ces valeurs sont précieuses et il nous faut les préserver et les conjuguer avec les valeurs démocratiques républicaines et nos racines chrétiennes qui fondent notre devenir commun. Au cours des missions effectuées à l'extérieur de notre pays, j'ai pu constater que dans un monde globalisé et de plus en plus basé sur des valeurs individualistes, les peuples du Pacifique ont beaucoup à apporter dans les débats mondiaux, avec les valeurs océaniennes qui sont les leurs, mais aussi sur la capacité de résilience de ces valeurs et du mode de vie océanien. Excusez-moi. Ces valeurs doivent être portées fièrement et valorisées aux yeux du monde, car elles ont beaucoup à apporter à l'ensemble de l'humanité. Il y a un an de cela, à Abidjan, nous étions en délégation pour assister à une assemblée des parlements francophones. J'ai entendu des débats soulignant à quel point les Océaniens ont porté haut la tolérance dans le débat et l'agir démocratique. La tolérance, c'est notre marque de fabrique. À nous, Calédoniens, à nous, Océaniens, à nous, gens d'ici. Cela engage notre responsabilité à défendre un projet politique qui nous ressemble et qui fédère l'ensemble des communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Cette nouvelle mandature s'annonce chargée. Dans quelques mois, nous allons étudier et voter le budget supplémentaire, qui sera crucial. Avec la crise sanitaire de la Covid-19, la situation économique s'est tendue et de nombreuses entreprises ont subi de plein fouet les conséquences de cette crise, notamment nos compagnies aériennes et nos hôtels.
Cela a également fortement impacté les branches de la CAFAT, et particulièrement le ROAM et la caisse chômage. Pourtant, cette période difficile nous apporte des enseignements importants pour l'avenir. Le plus précieux d'entre eux est que notre insularité, finalement, n'est pas une faiblesse, mais un avantage et une force. Le Congrès a soutenu le gouvernement dans l'exercice de nos propres compétences sanitaires, avec, bien sûr, l'État. Le pays est responsable désormais et est prêt à gérer les conséquences de la crise sanitaire. Cette crise a démontré la nécessité de développer notre souveraineté dans de nombreux domaines. La crise a également prouvé que nous pouvons innover, que nous devons innover pour être plus forts. Et, mes chers collègues, c'est le moment d'oser et de réformer. Le monde se pose la question de savoir s'il y a un avant et un après Covid-19. C'est en débat. Les Calédoniens doivent désormais s'adapter à un monde sujet à l'imprévisibilité du risque épidémique et pandémique. Ce risque vient s'ajouter à la triple crise évoquée par les économistes, que le candidat démocrate américain d'ailleurs, Bernie Sanders, en a repris dans sa campagne électorale en 2016 et même sur la campagne électorale de cette année. Le néolibéralisme, les inégalités économiques et le changement climatique. À quoi s'ajoute pour nous, Océaniens, la lente déflagration de nos sociétés autochtones avec la perte identitaire comme corollaire et quelque part la mise sous cloche du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Par ailleurs, les modèles économiques qui sont tentés de nous sauver, que ce soit les modèles économiques keynésiens ou marxistes, sont largement interrogés, mis en cause ou abandonnés. Vont-ils émerger de nouveau pour assurer l'égalité et le bonheur des peuples, si tant qu'ils ont atteint ces objectifs? Peut-être, mais peut-être pas aussi. En son temps, le pape Jean-Paul II avait écrit dans son encyclique Sollicitudo Rei Socialis, c'est-à-dire des choses sociales, que le communisme portait en lui-même des germes de vérité. Il fallait oser le dire, il fallait oser l'écrire, lui qui avait souffert sous les bottes du communisme en Pologne. Mais, mes chers collègues, les vérités ne meurent pas. Elles survivent à celles et à ceux qui les proclament. Par ailleurs, le principe du ruissellement, si cher à bon nombre de chefs d'État, Margaret Thatcher en son temps, Clinton, Trump ou même le président Macron, a aussi atteint ses limites en creusant des inégalités, plongeant des millions de personnes dans le monde, y compris chez nous et dans notre région, dans une désespérance phénoménale. Nous devons donc, à partir d'un diagnostic clair de notre situation et en s'appuyant sur nos valeurs et notre capacité ancestrale de résilience, de revoir notre dispositif d'amortisseur des impacts négatifs de ces crises pour protéger notre population avec les moyens qu'offre notre statut de territoire autonome au sens du droit international et collectivité sui generis au sens de la Constitution française. Car ces situations non maîtrisées, mes chers collègues, génèrent la peur et la haine parfois. Il nous faut combattre ces germes de conflit et de perturbations sociales. C'est ce que démontrait d'ailleurs dans son essai chronique d'un pays natal, en 1955, l'écrivain afro-américain romancier, poète James Baldwin, qui avait toute sa vie dénoncé le racisme et milité pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King et de Malcolm X. Il disait ceci: « J'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent à leur haine avec tellement d'obstination est qu'ils sentent qu'une fois cette haine partie, ils devront affronter leur propre souffrance. » Il nous faut donc, mes chers collègues, savoir identifier ces souffrances et mettre en face les solutions qui s'imposent, les solutions appropriées. Faisons donc ensemble ce qu'il convient de faire, car, mes chers collègues, nous sommes tous embarqués dans la même pirogue. Les réflexions nées de ces crises à répétition doivent déboucher sur des actions, notamment dans les politiques publiques que nous serons amenés à définir. Pour ma part, et dans une réflexion sans cesse renouvelée dans la ligne de ce que je viens de dire, c'est porter le Congrès au cœur de la démocratie calédonienne qui fut l'objectif, et mon objectif,
qui inspire mes actions depuis mon premier mandat en 2011 à la présidence de cette institution. L'institution Congrès qui est le levier législatif de l'action politique calédonienne. Le Congrès doit être reconnu à sa juste valeur en tant que première institution du pays et en tant que pouvoir législatif calédonien. Sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement doit être renforcée, son fonctionnement modernisé, transformé, jusqu'à même ses bâtiments. Ces bâtiments qui semblent avoir été construits, je l'ai souvent dit, à l'identique aux bâtiments publics soviétiques de l'époque. Ben oui. Donc les relations parlementaires seront aussi soutenues pour structurer nos partenariats dans son environnement géographique naturel et au-delà. Le Congrès devra pour cela jouer aussi à fond son rôle dans une diplomatie adaptée en connexion étroite avec le gouvernement. Ces perspectives, mes chers collègues, sont bien réelles et je m'engage à les porter durant cette nouvelle mandature. Pour terminer, une mission d'évaluation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est actuellement en cours et les résultats seront connus au plus tard au cours du premier semestre 2021. Le fonctionnement de notre institution, nos pratiques parlementaires et sa place dans le millefeuille institutionnel calédonien sont autant de sujets qui méritent aujourd'hui d'être questionnés. Nous l'avons tous décidé et nous aurons la responsabilité ensemble de prendre les décisions qui s'imposent pour rendre le Congrès plus fort et plus proche de nos citoyens. Je m'engage ainsi lors de cette mandature, donc avec le bureau et avec l'ensemble des commissions et des personnalités qui seront à la tête de ces commissions, donc à présider ensemble le Congrès aux destinées de notre institution, animé bien sûr de nos valeurs océaniennes, de nos valeurs chrétiennes et bien sûr de nos valeurs républicaines. Je vous remercie. Voilà, c'était le discours de Rocco Amitan.